Général, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord saluer le personnel de l'audiovisuel, les greffes, les interprètes, et m'assurer que tout le monde m'entend. Général, vous m'entendez bien? Hors micro, oui, je vous entends. Ok, très merci. Je voudrais aussi saluer le public qui suit nos débats. Nous sommes aux procédures préliminaires du procès, plus précisément à la comparution initiale du général Strugar, réglée par l'article 62 du règlement. Madame la greffière, faites annoncer, s'il vous plaît, l'affaire. La greffière d'audience. Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire IT 0142I, le procureur contre Pavle Strugar. Ok, merci. Je me tourne maintenant vers le banc du procureur. Madame, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît, le banc du procureur ici présent? Madame Corner, je m'appelle Johanna Corner. Je suis accompagnée de Marie Touma et nous avons l'aide de Mademoiselle Valpita du côté du procureur. Merci beaucoup. Je me tourne vers la défense. Maître, pouvez-vous vous présenter, nous dire de quel barreau vous êtes et quels sont vos qualificatifs d'agrément auprès du tribunal? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Goran Rodic. Je suis avocat de Podgorica. J'appartiens au barreau du Monténégro et je comparais ici après avoir été conseiller général dans l'affaire Kvochka et consorts. J'ai été co-conseil dans l'affaire Sikiritsa et consorts. Je défendais l'accusé Doshen. Et actuellement, je suis le conseil de la défense du général Pavle Strugar. Merci. Bien, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame la greffière d'audience, le mandat de maître Rodic est-il en règle? La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. Merci. Maître Rodic, le général Strugar a bien reçu un acte d'accusation dans sa propre langue et avez-vous pu lire et expliquer les charges à son encontre? Maître Rodic. Monsieur le Président, à son arrivée à La Haye, le général Strugar est en effet au quartier pénitentiaire de Scheveningen. Et dans ce quartier pénitentiaire, le 21 octobre, il a bien reçu un exemplaire original de l'acte d'accusation. Il en a pris connaissance, il en a compris tout le sens. Nous l'avons étudié ensemble et pour autant que je le sache, il comprend très bien tous les éléments de cet acte d'accusation et notamment les charges qui pèsent contre lui. Et il est donc au courant de tous les faits. Maître Goran Rodic. À présent, je vais me tourner vers le général qui comparaît aujourd'hui suite à un acte d'accusation dressé contre lui. Mais, général, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Pouvez-vous répondre aux questions suivantes que je vais vous poser? Vos noms et prénoms. L'accusé, Monsieur le Président, je m'appelle Pavle Strugar. Et quelle est la date et lieu de naissance? L'accusé. Je suis né le 13 juillet 1933
à Peć, qui se trouve aujourd'hui au Kosovo. Et quelle était votre profession avant la retraite? Avant ma retraite, j'étais général, commandant d'armée, donc professionnellement, j'appartenais aux forces armées. Oui, et quelle était votre résidence avant de venir ici, Général Strugar? Je résidais à Podgorica. Mes fils résident à Belgrade. De sorte que moi-même et mon épouse, puisque nous avons tous deux un certain âge, étions très souvent à Belgrade. Donc, de ce que vous dites, ce que vous venez de dire, je peux comprendre que vous êtes marié et vous avez des enfants, c'est ça? C'est cela. J'ai 2 fils. Bien, vous pouvez vous asseoir, Général. Voilà. Merci. Aujourd'hui, Général Strugar, il s'agit de votre comparution devant le tribunal. C'est une formalité, bien sûr, substantielle, pour laquelle vous devez être présent avec votre avocat, car il vous est donné la possibilité d'entendre les charges que le bureau du procureur a énoncées contre vous. Pour que les choses soient claires, je vais d'abord demander à Madame la greffière de rappeler les textes constitutifs qui vous donnent un certain nombre de droits et vont nous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution. Madame la greffière, pouvez-vous lire les textes des articles 20, 21 du statut et 62 du règlement, s'il vous plaît? Yes, Mr. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. Article 20 du statut. Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21 du statut. Les droits de l'accusé. Tous sont égaux devant le tribunal international. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Petit a.
à être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Petit b, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Petit c, à être jugé sans retard excessif. Petit d, à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Petit e, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Petit f, à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Petit g, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Général Strugar, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons maintenant procéder à la formalité majeure de votre comparution aujourd'hui, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable par rapport à chaque chef d'accusation. Mais avant, je dois vous poser quelques questions. Général, avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? L'accusé, oui, Monsieur le Président, j'ai reçu l'acte d'accusation en langue serbe. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? J'ai compris la teneur de l'acte d'accusation. Avez-vous pu en discuter avec votre avocat? Oui, nous en avons discuté à plusieurs reprises et la teneur de l'acte d'accusation est tout à fait claire à mes yeux. Êtes-vous prêt aujourd'hui à nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation ou préférez-vous le faire dans les 30 jours prochains? Monsieur le Président, j'ai lu l'acte d'accusation intégralement. J'ai compris totalement la teneur de cet acte d'accusation et je plaide non coupable. Non, ça veut dire, général, que vous acceptez plaider aujourd'hui. C'est ça que je dois comprendre? Oui, j'aimerais vous dire quel est mon plaidoyer aujourd'hui. Allez-vous plaider pour tous les chefs d'accusation ou seulement pour un ou plusieurs? Je suis prêt à faire connaître ma façon de plaider sur tous les chefs d'accusation. Et je dis que je suis innocent. OK. Donc, pour l'instant, général, vous pouvez vous asseoir. Je me tourne maintenant Merci. Maître Rodic pour vous faire une proposition. Je vous propose de procéder comme suit. Madame la greffière va lire une partie de l'acte d'accusation et lorsque nous arriverons au chef d'accusation, je vais poser au général Strugar la question de savoir s'il plaide coupable ou non coupable. Êtes-vous d'accord avec cette façon de faire, Maître Rodic? Monsieur le Président, la défense est tout à fait d'accord avec cette proposition. Merci. Très
Très bien. Est-ce qu'il y a quelque objection du côté du procureur, Madame Joanna O'Connor? Non, Monsieur le Président. Bien. Donc, Madame la greffière, pouvez-vous lire ou donner lecture de l'acte d'accusation, c'est-à-dire la petite introduction et les paragraphes suivants 1, 5, 9, 21, 23 à 27, 29 à 31 et 33 à 36. Yes, Your Honor. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. Le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dit le statut du tribunal, accuse Pavle Strugar et consorts d'infractions graves aux conventions de Genève et de violation des lois ou coutumes de la guerre, telles qu'exposées ci-dessous. Pavle Strugar, né le 13 juillet 1933 à Peć, dans le Kosovo d'aujourd'hui, est diplômé de l'Académie de l'armée de terre en 1952 et a été affecté à différents postes de l'armée populaire yougoslave, dite la JNA, en Slovénie et en Serbie. Il a par la suite été promu au grade de général de division et a été nommé commandant de l'Académie de l'armée de terre. En 1987, il a été nommé à la tête des forces de la défense territoriale au Monténégro. En décembre 1989, il a été promu général de corps d'armée. En octobre 1991, il a été nommé commandant du 2e groupe opérationnel formé par la JNA pour mener la campagne militaire contre la région de Dubrovnik en Croatie. Le 26 août 1993, il a été mis à la retraite et a quitté l'armée yougoslave, dite la VJ. Responsabilité pénale individuelle. En tant que commandant du 2e groupe opérationnel de la JNA, formé pour mener la campagne contre Dubrovnik, le général Pavle Strugar a exercé de droit comme de fait un pouvoir sur les forces placées sous son commandement. Les différentes composantes de la JNA engagées dans la campagne contre Dubrovnik formaient le 2e groupe opérationnel, lequel a été constitué depuis le quartier général de la défense territoriale monténégrine à Titograd, à présent Podgorica. Le chef de ce groupe opérationnel était le général de corps d'armée Pavle Strugar. Son second était le colonel Radomir Damjanović, aujourd'hui décédé. Le quartier général du groupe opérationnel était établi à Trebinje, en Bosnie-Herzégovine. Le 2e groupe opérationnel était constitué pour l'essentiel du 2e corps de Titograd et du 9e VPS, renforcé par des forces de la défense territoriale monténégrine. Au total, ces forces comptaient quelque 20 000 à 35 000 hommes. Le chef du 2e corps, l'interprète se reprend. En tant qu'officier ayant exercé des fonctions de commandement au sein de la JNA, Pavle Strugar était tenu par les règles de la JNA, telles qu'énoncées dans les textes « Stratégie des conflits armés » de 1983, Loi relative à la défense populaire générale de 1982, Loi sur le service dans les forces armées de 1985, Règles de service de 1985 et Règlement relatif à l'application des lois internationales de la guerre par les forces armées de la
RSFY de 1988. Ces règles définissaient les rôles et responsabilités des officiers de la JNA, précisaient leur place dans la chaîne de commandement et leur faisaient obligation, ainsi qu'à leurs subordonnés, de respecter les lois de la guerre. Allégation générale. Tous les actes et omissions allégués dans le présent acte d'accusation se sont produits entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 sur le territoire de la République de Croatie. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la Croatie était le théâtre d'un conflit armé international et elle était partiellement occupée. Tous les actes et omissions qualifiés d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949 se sont produits pendant le conflit armé et l'occupation partielle de la Croatie. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Pavle Strugar et consorts étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. Pavle Strugar et consorts sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation, en vertu de l'article 7.1 du statut du tribunal. Et personnellement responsable pénalement quiconque planifie, incite à commettre, ordonne, commet ou de toute autre manière aide ou encourage à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du statut du tribunal. Ayant occupé les postes de responsabilité indiqués au paragraphe précédent, Pavle Strugar est également pénalement responsable des actes de ses subordonnés, en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Chef d'accusation. Entre le 1er octobre et le 7 décembre 1991, Pavle Strugar, agissant seul ou de concert avec d'autres, a participé aux crimes qui lui sont reprochés ci-après, afin de prendre le contrôle des régions de Croatie destinées à être intégrées dans la République, dite République de Dubrovnik. La JNA ainsi que les gouvernements serbes et monténégrins avaient pour objectif de rattacher cette partie de la Croatie à la Serbie-Monténégro et à d'autres régions de la Croatie et de la Bosnie destinées à être placées sous contrôle serbe. Ce secteur, que les gouvernements serbes et monténégrins appelaient République de Dubrovnik, englobait tout le territoire de la municipalité de Dubrovnik, tel qu'il existait en 1991, ce secteur étant appelé le secteur de Dubrovnik. Ce secteur comprenait les régions côtières de la Croatie, situées entre la ville de Neum, en Bosnie-Herzégovine, au nord-ouest, et la frontière monténégrine au sud-est. Pour atteindre cet objectif, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts, ont lancé du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la mer Adriatique une attaque contre la région croate de Dubrovnik. Les forces placées sous leurs ordres étaient composées de l'armée yougoslave régulière, la JNA, d'unités de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que d'unités de la défense territoriale monténégrine, d'unités paramilitaires et d'unités spéciales de la police qui étaient subordonnées à la JNA.
Les forces de la JNA, commandées par Pavle Strugar et consorts, ont lancé l'attaque terrestre contre la région de Dubrovnik le 1er octobre 1991, tandis que la marine yougoslave instaurait un blocus. Les forces de la JNA n'ont rencontré qu'une faible résistance de la part des forces de défense croates peu armées. La JNA s'est emparée du territoire situé au sud-est et au nord-ouest de Dubrovnik et, en l'espace de 2 semaines, est parvenue à encercler complètement la ville. Chef 1 à 9. Meurtre, traitement cruel, attaque contre des civils. Du 1er octobre 1991 au 6 décembre 1991, Pavle Strugar, agissant seul ou de concert avec d'autres, a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé ou encouragé à commettre le meurtre de 43 civils et les blessures infligées à de nombreux autres dans et aux alentours de la ville de Dubrovnik, en faisant en toute illégalité bombarder la région par des forces placées sous son commandement. Figurent parmi ces civils tués ou blessés les victimes des attaques décrites aux paragraphes 25, 26 et 27. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. Les bombardements de la ville de Dubrovnik et de ses environs étaient l'œuvre des troupes de la JNA qui contrôlaient les hauteurs à l'est et au nord de Dubrovnik. De Jarkovica et d'autres lieux sur les hauteurs surplombant Dubrovnik, les forces de la JNA jouissaient d'une vue dégagée sur la ville. À partir de ces positions et de navires situés au large, la JNA a illégalement bombardé la ville pendant 2 mois. Le 7 octobre 1991, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts, ont bombardé la ville de Mokošica, une banlieue résidentielle de Dubrovnik. À l'entrée d'un abri de la défense civile à Mokošica, 9 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans ce bombardement de la JNA. Le nom des personnes tuées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. Par ces actes et omissions, Pavle Strugar s'est rendu coupable de chef 1, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Plaidez-vous coupable ou non coupable pour le chef d'accusation 1? Monsieur le Président, je plaide non coupable par rapport à cet acte d'accusation. Dans la suite des débats, mon avocat va d'ailleurs vous prouver que ce que je dis est exact. Bien, pour l'instant, général, nous voulons seulement savoir si vous allez plaider coupable ou non coupable. Vous avez dit que vous plaidez non coupable. Donc, vous pouvez vous maintenir, chef d'accusation 2, Madame la greffière. Chef 2. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3
ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Oui, général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation de... Monsieur le Président, je ne suis pas coupable. Très bien. Chef d'accusation 3. Count 3. Chef 3. Attaque contre des civils. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Reconnu par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 3. Non coupable, Monsieur le Président. Bien, vous pouvez vous asseoir pour l'instant, général. Vous pouvez continuer, Madame la greffière. Between the 9 Entre les 9 et 12 novembre 1991, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts, ont bombardé illégalement tous les quartiers de la ville de Dubrovnik. 10 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans les bombardements de la JNA. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. Par ces actes et omissions, Pavle Strugar s'est rendu coupable de Vous levez, s'il vous plaît, maintenant. count 4. Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 4. Non coupable, Monsieur le Président. Très bien. Count Chef 5. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Reconnu par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 5. Nisam Non coupable. Hein? count 6. Chef 6. Attaque contre des civils. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Reconnu par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général Strugar, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 6. Non coupable, Monsieur le Président. Pouvez vous asseoir pour un instant, général, pour vous reposer un peu. hvala. Continuez, s'il vous plaît, madame. Merci. On the 6th of Le 6 décembre 1991, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts, ont bombardé illégalement tous les quartiers de la ville de Dubrovnik. 14 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans les bombardements de la JNA. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. Par ces actes et omissions, Pavle Strugar s'est rendu coupable de Général, s'il vous plaît.
Count 7. Chef 7. Meurtre. Une violation des lois ou coutumes de la guerre. Reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général Strugar, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 7? Časni sud. Non coupable, Monsieur le Président. Count Chef 8. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 8? Časni sude, nisam kriv. Non coupable, Monsieur le Président. Count 9. Chef 9. Attaque contre des civils. Une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 9? Časni sude, Non coupable, Monsieur le Président. Pouvez vous asseoir pour un instant, Général? Madame la greffière, pouvez continuer, s'il vous plaît? Count 10. Chef 10 à 12. Dévastation non justifiée. Attaques illégales contre des biens de caractère civil. Destruction ou endommagement délibéré de monuments historiques et d'édifices consacrés à la religion. Entre le 1er octobre et le 6 décembre 1991, Pavle Strugar, agissant seul ou de concert avec d'autres, a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aider ou encourager à commettre la destruction ou l'endommagement délibéré d'habitations ou d'autres bâtiments dans la ville de Dubrovnik. Les positions qu'occupait la JNA sur les hauteurs à l'est et au nord de Dubrovnik lui offraient une vue dégagée sur la ville et sur ses environs. À partir de ces positions et de navires situés au large, les forces de la JNA placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts ont illégalement bombardé des objectifs civils à Dubrovnik. Parmi ces attaques, il faut citer le bombardement du 23 au 24 octobre 1991 de la ville de Dubrovnik, au cours duquel la vieille ville a, pour la première fois, été prise pour cible. Le bombardement du 8 au 13 novembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout entière, au cours duquel les quartiers de la vieille ville de Lapad et de Gruj ont été pris pour cible. Un certain nombre de bâtiments de la vieille ville ont été endommagés, ainsi que des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles situées dans d'autres quartiers de la ville. Le bombardement du 6 décembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout entière, au cours duquel la vieille ville a été tout particulièrement prise pour cible. Au moins 6 bâtiments de la vieille ville ont été totalement détruits et des centaines d'autres ont été endommagés. Des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles situées dans d'autres quartiers de Dubrovnik ont été fortement endommagés ou détruits, tout particulièrement à Lapad et à Babin Kuk. Au cours des attaques lancées contre Dubrovnik entre le 1er octobre et le 6 décembre 1991,
La vieille ville de Dubrovnik a été touchée par quelques 1000 obus tirés par les forces de la JNA. La totalité de la vieille ville de Dubrovnik avait été classée patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Un certain nombre de bâtiments de la vieille ville et les tours des murs de celle-ci présentaient le signe distinctif de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, convention datant de 1954. Aucun objectif militaire ne se trouvait sur les murs ou dans l'enceinte de la vieille ville. Par ses actes et omissions, Pavle Strugar s'est rendu coupable de... Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Count 10. Chef 10. Dévastation que ne justifie pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3b ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 10? Časni sude, nisam Non coupable, Monsieur le Président. Oui, très bien. Continuez. Count Chef 11. Attaques illégales contre des biens de caractère civil. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 52 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 11? Non coupable, Monsieur le Président. Count 12. Chef 12. Destruction ou endommagement délibéré de monuments historiques et d'édifices consacrés à la religion. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3d ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 12, l'intérieur étant le 11? časni sud. Non coupable, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir pour un instant, pour vous reposer un peu. Madame la greffière, vous pouvez continuer. Count 13. Chef 13 à 16. Destruction et appropriation de biens sur une grande échelle. Destruction sans motif de villages. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement et à la religion. Pillage de biens publics ou privés. En octobre 1991, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts, se sont emparées du territoire croate situé à proximité de la ville de Dubrovnik et l'ont occupé. Cette partie de la région de Dubrovnik comprenait en tout ou partie les secteurs de Konavle, de Župa Dubrovačka et de Primorje. Les forces croates qui défendaient ce territoire étaient peu nombreuses et peu armées. Elles étaient composées principalement de villageois de la région, mobilisés peu de temps avant l'attaque. L'attaque des forces de la JNA a vite eu raison de la résistance offerte par les Croates, qui se sont alors repliés sur la ville de Dubrovnik. La JNA a donc pris le contrôle de ce territoire sans grand combat. Une fois que les forces de la JNA eurent occupé les environs de Dubrovnik, les troupes placées sous le commandement de Pavle Strugar et consorts ont systématiquement pillé des biens publics, commerciaux et privés dans les secteurs qu'elles contrôlaient. Une grande partie de ces biens a été transportée au Monténégro dans des véhicules militaires de la JNA.
Et ensuite, l'armée a pris des mesures, a de ce fait pris des mesures pour les localiser et les conserver. Des troupes de la JNA ont aussi systématiquement détruit des édifices publics, commerciaux et religieux, ainsi que des habitations privées dans les environs de Dubrovnik. Ces destructions ont eu lieu après la fin des combats, alors que la JNA s'était assuré le contrôle de ces secteurs. Parmi les villages de ces régions occupées, qui ont été en grande partie ou totalement détruits, figurent notamment liste non exhaustive. Burgat, occupé par la JNA le ou aux environs du 24 octobre 1991. Chilipi, occupé par la JNA le ou aux environs du 6 octobre 1991. Dubravka, occupé par la JNA le 2 octobre 1991 ou vers cette date. Gruda, occupé par la JNA le 4 octobre 1991 ou vers cette date. Mochichi, occupé par la JNA le 6 octobre 1991 ou vers cette date. Osoinik, occupé par la JNA le 18 octobre 1991 ou vers cette date. Slano, occupé par la JNA le 4 octobre 1991 ou vers cette date. Et Zvekovica, occupé par la JNA le 7 octobre 1991 ou vers cette date. Par ces actes et omissions, Pavle Strugar s'est rendu coupable de Général, Count 13. chef 13, destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 13? Časni sude, Non coupable, Monsieur le Président. Chef 14. Destruction sans motif de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3B ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 14? časni sude, nisam Non coupable, Monsieur le Président. Count 15. Chef 15. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement ou à la religion. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3D ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 15? časni sude, Non coupable, Monsieur le Président. Count 16. Chef 16. Pillage de biens publics ou privés. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Général, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 16? časni Non coupable, Monsieur le Président. Général, vous pouvez vous asseoir.
Merci. Nous avons noté que le général Pavle-Strugar a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Madame la greffière, vous prenez acte que le général Strugar a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Je voudrais d'abord me tourner vers le bureau du procureur pour rappeler quelques points. Par rapport, Madame O'Connor, à l'article 66 du règlement communication des pièces par le procureur, avez-vous déjà pris des dispositions? Comptez-vous les prendre ou en êtes-vous par rapport à cette question? Aujourd'hui même, nous avons donné, non pas à Maître Rodic, mais à son collaborateur, Maître Petrovic, avec qui je me suis entretenue. Donc, nous lui avons donné les pièces jointes. Elles n'ont pas encore été traduites et je ne peux m'avancer à garantir leur traduction dans les 30 jours, vu la situation en matière de traduction. Mais en tout cas, les documents en anglais ont été remis à la défense. Très bien, Madame O'Connor, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je me tourne maintenant vers Maître Rodic. Au terme de l'article 72 du règlement, comme vous bien savez, les exceptions préjudicielles doivent être enregistrées par écrit et au plus tard 30 jours après que le procureur ait communiqué à la défense toutes les pièces jointes et déclarations de l'accusé visées à l'article 66. En présence de l'acte d'accusation et en tenant compte de la jurisprudence du tribunal, je vous pose ces deux questions. Si vous avez un commentaire par rapport à ce que Mme Joanne O'Connor vient de dire, et si vous comptez soulever des exceptions préjudicielles, ou est-il trop tôt pour répondre à cette question? Voilà deux aspects. Maître Rodic. Monsieur le Président, il est exact que notre collègue de l'accusation a, avant le début de la présente audience, communiqué à la défense les pièces accompagnant l'acte d'accusation. J'ai donc vu ces pièces qui sont rédigées en anglais, langue de travail du tribunal. Et je signerai le reçu qui montre que j'ai bien reçu ces pièces dès la fin de la présente audience. Mais avant même que vous me posiez la question, j'ai l'intention de vous éclairer sur un point. La défense va sans aucun doute présenter une exception préjudicielle relative à l'acte d'accusation, jugée de qualité insuffisance. Mais nous estimons que le délai concernant le dépôt de cette exception préjudicielle devrait commencer à courir à partir du jour où les pièces jointes à l'acte d'accusation auront été signifiées à l'accusé dans une langue qu'il comprend, parce que c'est sur la base de ces pièces que nous pourrons préparer notre exception préjudicielle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, très bien. Maître Rodic, vous pouvez vous asseoir. Après avoir entendu ça, Madame Joanne O'Connor, est-ce que vous avez une idée quelconque à propos du moment où vous aurez les pièces traduites? Madame Corner, Monsieur le Président, pas du tout. Je sais que vous-même et tous ceux qui travaillent dans ce tribunal connaissent les terribles difficultés du département de traduction en ce moment. Je crois, mais je n'en suis pas entièrement sûr, que certains documents ont déjà été traduits.
mais je n'aimerais guère vous donner une garantie quant à une date précise en ce moment. La seule chose que je peux dire, c'est que toute question relative à la validité de l'acte d'accusation n'a guère de rapport avec les éléments de preuve. Donc, j'ai quelques difficultés à comprendre pourquoi l'accusé a besoin de lire toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation pour rédiger une exception préjudicielle. Mais bien entendu, je ne fais aucune objection à ce que la décision rendue par vous, Monsieur le Président, consiste à ordonner que le délai court à partir du moment où aura été reçu par l'accusé le document traduit. Et puisque je suis debout, j'aimerais aborder un autre point. Les documents qui ont été communiqués l'ont été sur la base du fait que des documents ultérieurs le seront encore à l'avenir. Mais nous aimerions déposer une demande de protection pour ces documents qui restent à communiquer. OK, très bien. Donc, je crois que pour l'instant, Madame O'Connor et Maître Roditch, je crois qu'on ne peut pas quand même avancer plus dans la programmation du travail préalable à l'ouverture du procès, si je peux dire, de la mise en état. Comme vous savez, à la rigueur, la mise en état peut s'ouvrir après avoir terminé la communication des pièces. Mais peut-être il y a au moins une chose utile que je peux vous dire. C'est que, après avoir consulté mes collègues de la Chambre, je m'auto-désigne le juge de la mise en état. Pour quelque temps, comme vous savez, mais surtout pour avoir quelqu'un disponible pour les questions qui peuvent arriver d'une façon urgente. Donc, c'est l'information. La suggestion que je pouvais faire, c'est éventuellement que les parties se posent en contact pour discuter cette question. Notamment, cette suggestion que Mme O'Connor a soulevée, si vous voulez déposer une exception préjudicielle, très bien, c'est une question de se mettre d'accord ou non. Vous avez le droit, Maître Roditch, d'avoir les pièces à conviction traduites. L'article 66 dit clairement que, sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le procureur communique à la défense dans une langue que l'accusé comprend, dans les 30 jours suivant la comparution initiale de l'accusé, les copies de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé recueillies par le procureur, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un droit que l'accusé a, mais si l'accusé veut avoir un procès rapide et équitable, il est possible de l'avoir si vous faites quelques concessions. Parce que si vous comprenez une langue du tribunal, vous pouvez toujours discuter. Mais je vous dis clairement, Maître Roditch, que c'est seulement une suggestion, vous avez le droit. Et donc, c'est un droit, si je peux dire, potestatif, c'est-à-dire vous l'exercez, si vous voulez ou non. Mais c'est vrai que le problème des traductions va un peu conditionner aussi l'ouverture du procès, comme vous pouvez imaginer. Et donc, voilà, je vous donne cette suggestion, et si vous trouvez convenient de me parler, vous pouvez le faire même par le biais du juriste de la Chambre qui est ici, M. Olivier Fourmy, et éventuellement, si vous avez besoin, on peut faire tout de suite une conférence de mise en état à l'opportunité que vous voudriez le faire pour éventuellement trouver une façon d'expéditer l'affaire et de résoudre cette question. Vous connaissez aussi, Maître Roditch, nous savons tous que le tribunal, le service de traduction a beaucoup de travail maintenant, mais c'est vrai aussi que nous essayons quand même de trouver une solution. Et je crois que la solution peut être rencontrée ou trouvée dans un schéma de coopération. Donc, c'est à vous, si je peux dire, de
parler un peu et communiquer au juge de la mise en état si vous en avez besoin. Soit-à-dire, je ne vais pas maintenant désigner une date pour la mise en état. Je peux seulement vous dire que je serai disponible dans la mesure que vous aurez besoin. Seulement pour terminer ce moment, je voudrais éventuellement demander aux parties s'ils ont d'autres questions à soulever avant de lever l'audience. Madame O'Connor, s'il vous plaît. No, Your Honor. OK. Non, madame. Non, Monsieur le Président. Ваша vysost. Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai compris le message que vous m'avez transmis il y a un instant. Et je comprends donc que le délai pour le dépôt des exceptions préjudicielles n'a pas encore commencé à courir. Bien entendu, je vais discuter avec ma collègue de l'accusation, mais je dois également régler cette question avec mon client. Et puisque vous me donnez l'occasion de parler, j'aimerais effectivement vous dire quelques mots, car je pense qu'ils ont leur importance. Je suis conscient que ce que je vous dis ici relève de la compétence du greffe et du quartier pénitentiaire de Scheveningen, mais je considère également qu'il est de mon droit et que c'est ma responsabilité de faire savoir à la Chambre de première instance et donc à vous-même, Monsieur le Président, en tant que juge de la mise en état, qu'il est donc de ma responsabilité de vous faire connaître les éléments suivants. Le général Strugar s'est livré de son plein gré au tribunal de La Haye le 21 octobre 2000, peu de temps après être sorti de l'hôpital de Podgorica. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 26 octobre. L'interprète se reprend, il s'agissait du 21 octobre 2001. Donc, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Cela fait donc 5 jours que le général Strugar n'a pas vu de médecin, n'a pas reçu les médicaments qui lui ont été prescrits à Podgorica et n'a pas bénéficié des soins d'un spécialiste, urologue ou néphrologue. Depuis le début de son emprisonnement au quartier pénitentiaire de Scheveningen, son état de santé a donc empiré. Il a des douleurs et déjà avant sa reddition au tribunal de La Haye, les responsables du tribunal étaient au courant de son état de santé et du fait qu'il a décidé de se livrer au tribunal, convaincu qu'il était de pouvoir bénéficier de soins médicaux appropriés. Je dois dire que depuis les 5 jours que je viens de mentionner, il n'a subi qu'une seule analyse de sang et une seule analyse sanguine pour lesquelles il n'a reçu encore aucun résultat. Or, en raison de sa maladie, il a besoin d'un contrôle permanent, constant de ses urines et du taux de créatinine, car il souffre d'une maladie urologique grave. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'intervenir pour améliorer sa situation sur le plan de son état de santé, car il ne faut pas oublier non plus quel est l'âge du général Strugar. Il a presque 70 ans. Je vous demande donc de prendre les mesures pour que son état de santé puisse s'améliorer et même puisse devenir, que le général Strugar puisse se rétablir. Et je crois bien sûr pouvoir faire confiance à votre rapide intervention. Merci. Oui, merci, Maître Rodic. Je dois vous informer que j'ai eu l'opportunité de vouloir savoir quelles étaient les conditions de santé du général Strugar. J'ai demandé des informations au greffe. Nous avons eu une réunion et j'ai vivement recommandé au greffe qu'il faut tout faire pour soigner et bien soigner la santé du général Strugar. Nous sommes toujours
préoccupé avec la santé des détenus, comme vous savez, mais comme vous savez aussi, le tribunal n'a pas de médecins. Nous avons toujours la bonne coopération du pays hôte. Et comme vous savez, ce n'est pas souvent un juge qui doit dire à un médecin qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il y a une chose que j'ai déjà recommandée vivement au greffe, c'est de tout faire et rapidement pour que le général puisse être soigné. De toute façon, je vous remercie de vos soins aussi. Et je vous dis que même avant d'entrer dans la salle, j'avais déjà pris des mesures pour cette question. Parce que comme vous savez, j'avais programmé quand même demander au général Strugar quelles sont les conditions de santé. Donc c'est ça que je vais le faire maintenant. Général, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Donc, peut-être sur les conditions de santé, peut-être il n'est pas nécessaire de répéter ce que votre avocat, Maître Rodic, nous a informé. Je vous demande seulement, est-ce que vous confirmez ce que votre avocat a dit? Eh bien, lorsque je me suis plaint à mon avocat, c'était surtout à cause de ce traitement, parce que je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel traitement. Je suis arrivé littéralement épuisé de l'hôpital directement parce que je ne voulais pas renoncer à me livrer puisque je l'avais déjà annoncé. Quand j'ai annoncé que j'allais venir à La Haye de mon plein gré, je suis allé voir mon médecin pour régler un problème de santé très anodin, mais j'ai eu des complications et ma situation a beaucoup empiré. Je dois vous dire que je ne suis pas une poule mouillée, mais pas mal maigrie. Et je regrette que les choses se passent de cette façon, mais je suis convaincu, j'espère que les choses iront mieux à l'avenir. Très bien. Vous pouvez vous asseoir, général. Vous allez ajouter quelque chose, Maître Rodic? Simplement, Monsieur le Président, pour vous remercier de votre intérêt et des questions que vous avez posées. Merci. Donc, pour le compte-rendu, Madame la greffière, vous prenez compte qu'il faut vraiment tout faire et rapidement pour prendre soin de la santé du général Strugar. Je l'avais dit déjà dans mon intervention, mais il faut le prendre expressément. Vous avez bien compris, Madame la greffière? Oui, Monsieur le Président. Donc, une fois qu'il n'y a pas d'autre chose à traiter, je vous souhaite au parti des bons entretiens de travail, éventuellement de réussir à des résultats et je déclare ma disponibilité pour coopérer aussi avec vous. Et donc, je souhaite au général les meilleurs de santé et je lève la séance en souhaitant un bon après-midi pour vous tous. All right. Veuillez vous lever.